Champlain, c'est quelqu'un qui va découvrir un pays extraordinaire et il va s'arrêter et essayer de voir quelles sont les richesses de ce pays-là. Champlain a des idées sur l'avenir de la colonie. Il songe à fonder en un seul peuple les Amérindiens et les Français de la Nouvelle-France pour engendrer un peuple nouveau. Ses visées de développement promettent un royaume à la France, un royaume qui s'étendrait jusqu'à la Huronie, où il s'est déjà rendu. En 1618, il envoie en France un document où il énumère tout ce que la Nouvelle-France peut fournir à la France. Et pour ça, il demande des colons. Il demande qu'on envoie chaque année quelques centaines de colons. En 1634, on repart. Et on repart à ce moment-là en misant sur des agents recruteurs, c'est-à-dire des seigneurs. Le premier, c'est Robert Giffard. Lui, il vient du Perche et il va recruter dans le Perche plusieurs colons. Ils arrivent ici en 1634. Il y a des cloutiers, il y a des bouchers, il y a des Langlois. Ce sont les premières familles canadiennes qui viennent s'établir ici. Il y avait eu auparavant, il ne faut pas l'oublier, un gars qui s'appelait Louis Hébert, que Champlain avait connu en Acadie et qui va décider. C'était un pharmacien, c'est un genre d'apothicaire, et il décide, lui, de devenir colon apothicaire. À partir du moment où il y a des gens qui décident de s'établir ici en permanence, on va commencer à avoir ce qu'on appelle des habitués, des gens qui vont hiverner ici, qui vont se différencier de ceux qui viennent seulement pour l'administration et qui retournent. Il y a aussi les marchands qui viennent et qui retournent à chaque hiver. À ce moment-là, ceux qui demeurent ici, ils s'habituent au pays, ils vont devenir des habitants. Et c'est là qu'apparaît le mot. Une des raisons qui va inciter les autorités françaises à fournir de l'argent pour le développement de la colonie, c'est qu'on cherche toujours le chemin de la Chine. Champlain va réussir à obtenir une audience et il va dire avec sûreté: « Je prétends trouver le passage de la mer du Sud pour aller à la Chine et aux Indes orientales par le moyen du Saint-Laurent. » Samuel de Champlain meurt le 25 décembre 1635. À ce moment-là, il sait que la colonie pourra lui survivre. Il sait aussi que la traite des fourrures représente l'avenir de la colonie et que l'agriculture naissante va permettre de nourrir les habitants. Les premiers colons importent d'Europe la façon de cultiver la terre. Les animaux de basse-cour arrivent avec les bœufs et les vaches. On importe aussi les céréales. On emprunte aux Indiens de nouvelles cultures, comme celle du maïs et de la courge. Le 15 mai 1649, une flèche enflammée frappe la palissade de Sainte-Marie-des-Hurons, une flèche iroquoise. La mission prend feu, c'est le début du génocide de la nation huronne. Les Iroquois, entre autres, vont s'en prendre aux missionnaires. Ces gens-là représentaient une menace réelle. Et on ne sait pas s'ils ont été tués parce qu'ils étaient français ou parce qu'ils étaient catholiques. Ils ont été tués parce que c'est le père Bressani qui nous donne, je pense, la meilleure raison. C'est parce qu'ils sont les alliés des ennemis des Iroquois, la première chose. Mais c'est aussi en raison de leur foi, hein, parce qu'ils vont le montrer d'ailleurs dans le genre de supplice qu'ils vont infliger aux missionnaires. Champlain n'aura que quelques escarmouches avec les Iroquois. La vraie guerre va commencer après sa mort, au début des années 1640. Et rapidement, les Français vont se rendre compte qu'il y a diverses façons de faire la guerre. Il n'y a pas seulement la façon européenne, c'est-à-dire les fameuses batailles rangées avec les soldats qui attendent l'ordre pour tirer. L'Amérindien, non. L'Iroquois s'approche comme un renard, se bat comme un loup et disparaît comme un oiseau. L'Amérindien exploite le territoire au maximum. Pour lui, un arbre, c'est un instrument de défense.
Pour un Français ou un Anglais, un arbre, il faut le couper pour que l'armée puisse avancer. Les armées en Europe, vous savez, avancent au son du tambour, ça prend un bon chemin et tout le monde avance en rang. Rapidement, l'habitant va oublier les lois de la milice. C'est-à-dire que c'est l'arrêt, c'est l'embuscade. On n'attend pas que l'ennemi soit prêt, on se cache et dès qu'on peut tirer, on tire. La façon de se battre des Canadiens sera beaucoup plus près de la façon amérindienne que de la façon européenne. Le nœud de la guerre n'était pas une opposition entre des humains, entre des Iroquois et des Français, mais bien une guerre économique. Et lorsque Champlain a fait la bêtise en 1609 d'aller tirer dans le front des Mohawks, il s'est aliéné la race ou le groupe le plus puissant commercialement, puisqu'il devait, à peine 50 ans plus tard, anéantir complètement la confédération Wendat-Huron. Les grands perdants dans cette guerre économique, ce sont les Hurons et les colons. Les Hurons vont apparaître aux Iroquois comme étant un obstacle à leur tentative de contrôle complet de la traite des fourrures, aussi bien pour les Français que pour les Anglais. On va à ce moment-là détruire la Huronie. Il va quand même survivre quelques Hurons. Il y a aussi l'habitant, parce que l'habitant, encore là, est un obstacle au contrôle des Iroquois. Et les Iroquois vont s'en prendre aux principaux postes de la colonie, en particulier Ville-Marie, qui est Montréal, et Trois-Rivières. Il y aura des attaques incessantes certaines années. Les colons n'oseront même plus aller au champ sans avoir leur fusil à portée de la main, parce que on ne sentait pas venir les Iroquois. À Montréal, à Ville-Marie, on va même développer une brigade canine. On va faire en sorte que des chiens soient capables de sentir la présence iroquoise et de les dénicher derrière les broussailles. Lors des raids d'Iroquois, il arrive souvent que des colons soient faits prisonniers et amenés en Iroquoisie. Le sort qui leur est réservé est pénible. Certains ne reviennent dans la colonie que quelques années après leur capture. À la fin des années 550, on craint même d'être obligé de fermer la colonie, d'obliger tout le monde à retourner en France. Heureusement, ça ne se produira pas. Même le poste de Québec va être menacé à son tour. On va attaquer l'île d'Orléans. Et en 1652, à Cap-Rouge, la mère Catherine de Saint-Augustin va écrire « Il n'y a personne qui soit assuré d'être garanti de la fureur des Iroquois. » Pour augmenter les Iroquois, le roi décide d'envoyer ici un régiment complet, le régiment de Carignan-Salière, composé de 24 compagnies. Certaines d'entre elles se sont battues contre les musulmans et ont remporté la victoire. Ils arrivent ici avec des armes modernes et ils sont décidés de rétablir la paix. Permettez que je vous lise la description de leur costume. Un costume qui est quand même assez coquet. Ils comprennent un chapeau noir garni d'un ruban cordon, d'une cravate, d'un juste au corps en bure, du drap de sédan et des hauts de chausses garnis d'aiguillettes. Et les soldats ont les cheveux poudrés, comme c'était la coutume de l'époque. Une telle présence militaire avait de quoi, vous savez, soulever un peu de crainte chez les Iroquois. D'autant plus qu'on va construire 3 forts le long du Richelieu, dont un à un endroit qui va s'appeler plus tard Sorel, parce qu'un des capitaines s'appelle Pierre de Sorel. On va faire aussi des raids en Iroquoisie. La population est un peu disparue dans les bois et là, on va se contenter de brûler les maisons et le maïs qu'on y avait entreposé. Tout ça va inciter les 5 nations iroquoises à souhaiter la paix.
Et le marquis de Tracy va proposer un cessez-le-feu assorti d'une certaine menace. Notre armée partira pour les aller ruiner dans le pays. Jean Talon arrive à Québec le 12 septembre 1665. Il a reçu du roi une commission d'intendants de justice, finances et police. Ses droits et ses devoirs forment un ordre de mission très précis. En voici un court résumé, mais qui en dit long. Siéger au conseil de guerre, entendre les plaintes qui vous seront faites sur tous, excès, torts et violences, leur rendre bonne et brève justice.